Elle s'était mariée avec le millionnaire aveugle sur contrat, mais le soir des noces, il avait murmuré « Je vous connais déjà ». Et rien ne fut plus jamais comme avant. Appuyez la chaîne en laissant votre like et votre commentaire, et voilà notre histoire. Camille Moreau n'avait jamais imaginé que l'odeur de lavande sur ses mains pourrait un jour changer le cours de sa vie. Ce n'était qu'une crème bon marché, achetée en pharmacie pour moins de 4 €, la seule chose qui empêchait ses doigts de se fissurer sous l'effort quotidien des aiguilles, des fils et des tissus fins de la confection. Elle emportait toujours un petit tube au fond de sa poche, une habitude prise si tôt qu'elle ne s'en apercevait même plus. C'était simplement elle, une odeur discrète, presque invisible, comme Camille elle-même aimait se fondre dans les décors de la ville. Pourtant, c'est précisément cette odeur qui avait tout commencé, 2 ans plus tôt, dans un jardin où elle n'aurait jamais dû se trouver si sa mère n'avait pas failli mourir. Le jardin du Luxembourg en novembre avait quelque chose d'étrangement bienveillant pour ceux qui souffrent en silence. Les allées de gravier beige amortissaient les pas. Les arbres dépouillés laissaient passer une lumière pâle et douce, sans agressivité. Les fontaines continuaient à murmurer malgré le froid, indifférentes au monde, comme si le temps n'avait aucune prise sur elles. Camille s'y retrouvait chaque après-midi vers 16h30, après avoir quitté les couloirs aseptisés de la Pitié-Salpêtrière, où sa mère était allongée dans une chambre du service de chirurgie cardiaque depuis 12 jours. Elle ne pouvait pas rester dans l'hôpital au-delà des heures de visite. Elle ne pouvait pas rentrer à Belleville, le trajet durait 40 minutes et elle avait peur de manquer un appel urgent. Elle ne pouvait pas se payer une chambre d'hôtel dans le 5e arrondissement. Alors, elle marchait jusqu'au jardin, s'asseyait sur un banc près du bassin octogonal, serrait le portable dans sa main gantée et attendait, chaque jour, pendant presque 3 semaines. C'est là qu'elle le vit pour la première fois. Il arrivait toujours vers 17h, avec une précision qui ressemblait moins à une habitude qu'à une nécessité. Un homme grand, la quarantaine passée, tenu d'un manteau anthracite bien coupé, qui avançait avec une canne blanche dont le bout raclait doucement le gravier à chaque pas. Des lunettes noires malgré le ciel gris. Un carnet qu'il portait sous le bras, épais, avec une couverture rigide et ce que Camille reconnut plus tard comme étant du braille sur la couverture. Il s'asseyait toujours au même endroit, le 3e banc après le passage des massifs de rosiers taillés, posait la canne contre l'accoudoir, ouvrait le carnet sur ses genoux et passait les doigts dessus lentement, comme s'il lisait avec toute la patience du monde. Parfois il ne lisait pas, il restait simplement assis, le visage légèrement relevé vers le ciel invisible, respirant l'air froid avec une sérénité que Camille trouva d'abord déconcertante, puis progressivement apaisante. Elle ne lui parla pas le premier jour, ni le deuxième. Elle l'observait de loin, avec cette discrétion instinctive qu'elle avait développée en grandissant dans un appartement trop petit pour 3 personnes, où apprendre à ne pas encombrer l'espace des autres était une forme de survie affective. Le 3e après-midi, alors qu'elle cherchait le tube de crème dans sa poche et se massait les doigts avec ce geste automatique qu'elle avait depuis des années, il tourna légèrement la tête dans sa direction. Pas vers elle. Vers l'odeur. « Lavande », dit-il simplement d'une voix posée, sans chercher à capter son regard, parce qu'il ne pouvait pas. « C'est agréable. » Camille s'arrêta de respirer une seconde. « Merci », dit-elle enfin, d'une voix plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. Il sourit sans bouger, un sourire calme, sans attente. Ce soir-là, en dormant sur le canapé étroit de l'appartement de sa tante à Montrouge, Camille pensa à ce sourire plus longtemps qu'elle ne l'aurait admis. Le lendemain, elle s'assit un banc plus proche. Les jours suivants, elle s'approcha encore. Et progressivement, sans qu'aucun des deux n'eût planifié quoi que ce soit, des mots commencèrent à circuler entre eux avec une facilité étrange, comme si ce jardin créait ses propres règles, suspendait les conventions ordinaires, permettait une honnêteté que la ville normalement n'autorisait pas. Il lui posait des questions sur son travail, sur les tissus, sur la différence entre le satin et la soie, sur pourquoi la dentelle exigeait tant de concentration.
Elle lui répondait avec une précision surprenante, découvrant en s'entendant parler qu'elle aimait vraiment ce qu'elle faisait, même quand ça l'épuisait. Il l'écoutait d'une façon qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant, sans regarder son téléphone, sans chercher une pause pour glisser son propre récit, sans hocher la tête mécaniquement. Il l'écoutait avec tout son corps tourné vers elle, les mains posées à plat sur le carnet, les épaules détendues, comme si ces mots étaient la seule chose qui existait dans ce jardin à cette heure-là. Camille parla de sa mère, de l'opération, de la peur de recevoir un appel et d'entendre quelque chose d'irréparable. Elle parla de la confection de Belleville, des longues journées debout devant la table de coupe, des commandes qui arrivaient en urgence le vendredi après-midi, des ongles toujours tachés de fil, même après les avoir lavés. Elle parla du rêve, parce qu'il y en avait un, même si elle n'en parlait presque jamais, même à sa sœur, d'ouvrir un jour son propre atelier. Quelque chose de petit, mais à elle, avec son nom sur la porte et des pièces qui lui ressembleraient. Il l'écouta tout cela sans l'interrompre une seule fois. Puis, un après-midi, le 14e, peut-être le 15e, il parla à son tour. Pas beaucoup, juste ce qu'il semblait nécessaire de dire. Il travaillait dans la finance. Il avait commencé à perdre la vue à 34 ans, progressivement, par étapes que les médecins appelaient des poussées, comme si sa vision s'effaçait avec la politesse de s'annoncer avant de disparaître. À 40 ans, il ne voyait plus rien. Il dit cela avec une neutralité si complète que Camille ne sut pas si elle devait exprimer de la compassion ou simplement continuer à l'écouter comme il l'avait écouté. Elle choisit de continuer à l'écouter. Il parut apprécier ce choix. Aucun des deux ne donna son nom de famille. Ce n'était pas un oubli, c'était quelque chose d'autre, un accord tacite que les prénoms suffisaient dans cet espace suspendu entre un hôpital et la réalité ordinaire, que les noms entiers appartiendraient à d'autres contextes, d'autres règles. Il s'appelait Alexandre, elle s'appelait Camille. C'était assez. Le 21e jour, le médecin appela pour dire que sa mère était stable, que la convalescence pourrait commencer, qu'il n'y avait plus de raison urgente de rester à proximité de l'hôpital. Camille raccrocha le téléphone, ferma les yeux une seconde et sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié que ce n'était pas normal de le porter. Elle pleura un peu, rapidement, dans l'allée du jardin, sans chercher à se cacher. Puis elle alla s'asseoir au banc habituel et attendit 17 heures. Alexandre arriva à l'heure exacte. Elle lui dit que sa mère allait mieux. Il posa la main sur la coudoir du banc, pas sur sa main, juste à côté, comme une présence, sans pression. « Je suis content, » dit-il. Ce soir-là, Camille prit le métro pour rentrer à Belleville. Elle regarda défiler les stations avec ce sentiment étrange de quelqu'un qui laisse quelque chose derrière soi sans pouvoir définir exactement quoi. Une conversation, une présence, la certitude rare d'avoir été réellement entendue par quelqu'un qui ne la voyait pas et qui, peut-être pour cette raison, l'avait vue mieux que n'importe qui d'autre. Elle ne retourna pas au jardin. La vie reprit ses contours habituels. Les commandes de lingerie fine, la table de coupe, les fils, les factures du petit appartement de la rue de Tourtille partagé avec sa sœur Élise et la petite Zoé, de 5 ans qui laissait des dessins partout sur le réfrigérateur. Sa mère rentra chez elle 6 semaines après l'opération, maigrie, essoufflée, mais vivante. Les dettes médicales restèrent, comme ces choses-là restent toujours, tranquillement installées dans les relevés de compte, présentes à chaque fin de mois avec la régularité d'une mauvaise nouvelle annoncée. Camille les régla ce qu'elle put, quand elle put, avec la dignité silencieuse de quelqu'un qui ne se plaint pas, parce que se plaindre ne change rien à la réalité des chiffres. Alexandre resta dans sa mémoire avec la clarté précise de certains souvenirs qui n'ont pas besoin d'être entretenus pour rester intacts, comme une photographie développée avec exactitude, que l'on n'a pas besoin de regarder pour savoir qu'elle est là. 2 ans passèrent. Élise perdit son emploi en janvier, au début d'une année qui n'avait rien promis de facile. La petite Zoé grandissait et l'appartement de 40 mètres carrés rétrécissait avec elle.
La mère de Camille avait besoin d'un deuxième bilan cardiaque que la sécurité sociale ne couvrirait qu'en partie. Le rêve de l'atelier existait toujours, gardé dans un carnet qu'elle n'ouvrait presque plus, avec des croquis et des calculs qui ne s'équilibraient jamais correctement. C'est dans ce contexte précis, ni dramatique ni anodin, juste l'accumulation ordinaire des choses impossibles à résoudre avec un salaire de 1850 €, que maître Isabelle Renard sonna à la porte de la confection de Belleville un mardi matin de mars. Elle se présenta comme assessora juridica du groupe Laurent Capital. Elle portait un manteau beige impeccable et une mallette en cuir noir. Elle demanda à parler à Camille Moreau en privé. Camille l'écouta pendant 40 minutes, les mains à plat sur la table de la petite salle de réunion qui servait aussi de débarras, sans l'interrompre. Quand maître Renard eut fini, il y eut un silence. Puis Camille demanda: « Il sait que vous me faites cette proposition ?»« Oui, » répondit l'avocate. « C'est lui qui a désigné votre nom. » Camille ne dit rien pendant un long moment. Elle regarda ses mains, les doigts légèrement abîmés, les cuticules sèches malgré la crème, l'ongle de l'index teinté d'un fil bleu nuit, resté là depuis la veille. 45 000 € par mois. 600 000 € à la fin. 18 mois. Aucun amour exigé. Elle pensa à sa mère, à Élise, à Zoé, au carnet avec les croquis, aux machines professionnelles qu'elle n'avait jamais pu acheter. Elle pensa à tout cela dans l'ordre exact où les choses lui pesaient, et elle comprit, avant même d'avoir dit quoi que ce soit, qu'elle allait accepter. Pas parce que c'était simple, mais parce que refuser aurait été un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. « Je vous rappelle demain matin, » dit-elle. Elle rappela le lendemain matin à 8 heures précises. « J'accepte. » Elle signa les documents 3 jours plus tard, dans un cabinet d'avocats du 8e arrondissement, sans jamais avoir vu le visage du futur mari. Juste un nom sur du papier épais, Alexandre Laurent, 44 ans, président du groupe Laurent Capital. Elle ne fit pas le lien, ou peut-être qu'elle ne voulut pas le faire, parce que certains pressentiments font peur même quand ils sont doux. La cérémonie civile fut fixée au premier vendredi d'avril, dans un cabinet notarial élégant à 2 pas de la place des Vosges. Camille arriva avec 10 minutes d'avance, vêtue d'une robe ivoire qu'elle avait cousue elle-même en 4 jours. Pas par coquetterie, mais parce qu'acheter quelque chose pour l'occasion lui semblait une dépense absurde dans les circonstances. La robe était simple, bien coupée, avec un col légèrement drapé qui tombait exactement comme elle l'avait voulu. Ses cheveux relevés en torsade basse, pas de bijoux, sauf les boucles d'oreilles en argent qu'Élise lui avait offertes pour ses 30 ans. Elle entra dans la salle d'attente. Et là, debout près de la fenêtre donnant sur les toits parisiens, en costume sombre impeccable, la canne blanche posée verticalement dans sa main droite, la tête légèrement inclinée vers la droite, comme quelqu'un qui écoute l'espace autour de lui. Elle reconnut immédiatement la posture, la façon dont il tenait les épaules, la façon dont il inclinait le menton, la façon dont il était immobile, sans être rigide, présent dans son corps avec une conscience particulière que les gens qui ne voient pas développent et que les voyants perdent souvent. Son cœur fit quelque chose d'incontrôlable dans sa poitrine. Alexandre Laurent était l'homme du banc du jardin du Luxembourg. Son cœur battait trop vite et trop fort pour que cela soit discret. Du moins, c'est ce qu'il lui semblait. Comme si tout le cabinet notarial pouvait l'entendre. Comme si les murs beiges et les boiseries sombres allaient trahir ce que ses mains s'efforçaient de cacher en restant parfaitement immobiles le long de son corps. Camille ne bougea pas. Elle resta à l'entrée de la salle d'attente pendant quelques secondes qui lui parurent démesurément longues, les yeux fixés sur cet homme qu'elle n'avait jamais oublié et qui se tenait là, à 3 mètres d'elle, dans un costume sombre qui coûtait certainement plus que 6 mois de son salaire, sans savoir qu'elle était entrée. Il ne pouvait pas la voir, mais il pouvait l'entendre, il pouvait sentir. Elle retint sa respiration une fraction de seconde. Un réflexe absurde, elle le savait, comme si retenir son souffle pouvait la rendre invisible à ses autres sens.
Puis elle se força à avancer, à traverser la salle avec un pas régulier, à s'asseoir dans l'un des fauteuils en velours bordeaux près de la fenêtre. La notaire entra quelques minutes après, accompagnée de maître Renard et d'un collaborateur qui guida discrètement Alexandre vers le siège en face de Camille. Il prit place avec cette aisance particulière qu'elle avait déjà remarquée dans le jardin. Le genre d'aisance qui ne vient pas de la certitude de voir où l'on va, mais de la confiance qu'on a appris à développer en son propre corps, malgré l'absence de vision. La notaire commença à lire les termes du contrat à voix haute. Camille n'entendit presque rien. Elle regardait ses mains à lui, posées sur la table, l'une sur l'autre, les doigts légèrement croisés, avec cette immobilité attentive qu'elle reconnaissait. Elle regardait la légère marque laissée par des années de lunettes sur l'arête de son nez. Elle regardait les quelques fils gris qui striaient ses tempes brunes, plus nombreux qu'il y a 2 ans. Elle cherchait le carnet à braille qui n'était pas là, remplacé par une mallette que son assistant tenait sur le côté. À un moment, la notaire demanda à Camille si elle avait des questions. « Non », dit-elle d'une voix égale. Alexandre tourna légèrement la tête dans sa direction quand elle parla. Juste une fraction de seconde. Puis, il reprit sa position. Ils signèrent les documents l'un après l'autre. Camille avec son stylo habituel, Alexandre avec un stylo épais à grippe renforcée que son assistant plaça dans sa main à l'endroit exact marqué par un repère en relief. La notaire prononça les formules requises. Il y eut un moment où elle dit « Vous pouvez vous lever », et ils se levèrent tous les deux en même temps, ce qui créa une brève coïncidence de gestes qui ne voulait rien dire et pourtant sembla dire quelque chose. L'assistant d'Alexandre lui tendit la canne. Les photographes, 2 discrets, engagés par les avocats pour les archives du dossier, prirent quelques clichés. Camille et Alexandre ne se touchèrent pas. Il n'y avait aucune obligation de le faire. Le contrat ne l'exigeait pas. La voiture qui les attendait dehors était une berline noire aux vitres teintées. Le chauffeur ouvrit la portière arrière gauche. Camille monta. L'assistant d'Alexandre guida son patron vers la portière droite. Ils s'assirent aux 2 extrémités de la banquette arrière, avec entre eux un espace qui aurait pu contenir une 3e personne, et peut-être que c'était mieux ainsi. Parce que tout ce que Camille n'avait pas dit depuis l'instant où elle était entrée dans ce cabinet occupait de toute façon cet espace-là, invisible et dense. Le trajet jusqu'à la cobertura du 16e arrondissement dura 22 minutes dans les embouteillages du vendredi après-midi. Ils ne parlèrent pas. Alexandre regardait droit devant lui, ou du moins orientait son visage vers l'avant, ce qui pour lui revenait au même. Camille regardait Paris défiler derrière la vitre teintée. La Seine, le pont d'Iéna, le Trocadéro, les façades haussmanniennes du 16e avec leurs fenêtres hautes et leurs balcons en fer forgé. Elle connaissait mal ce quartier, trop loin de Belleville, trop étranger à sa géographie habituelle. Il lui sembla appartenir à une autre version de Paris, propre et silencieuse, où même les arbres semblaient plantés avec une intention décorative. L'immeuble était rue Schaeffer. Le hall sentait la cire et les fleurs coupées. Le gardien salua Alexandre par son nom sans regarder Camille. L'ascenseur était lambrissé de bois clair. L'appartement occupait le dernier étage, 320 mètres carrés ouverts sur la ville, avec des baies vitrées du sol au plafond qui donnaient l'impression que Paris était une scénographie installée là spécialement pour l'occupant. L'assistante personnelle d'Alexandre, une femme d'une 50aine d'années, Madame Fournier, qui gérait la cobertura depuis 10 ans avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin qu'on lui explique les choses 2 fois, avait préparé la chambre de Camille à l'aile droite de l'appartement. Grande, lumineuse, avec un lit à baldaquin en lin naturel, une salle de bain entièrement en marbre blanc et une fenêtre qui donnait sur les toits. Une armoire vide attendait. Rien de personnalisé, pas de fleurs, pas de notes de bienvenue, pas de ces petites attentions qui auraient rendu la situation plus étrange qu'elle ne l'était déjà. Camille posa son sac de voyage sur la chaise près de la fenêtre. Elle s'assit sur le bord du lit. Elle respira. La ville en contrebas continuait son trafic indifférent, ses klaxons lointains, ses sirènes intermittentes,
son murmure de capital qui ne s'interrompt jamais vraiment. Camille regarda ses mains. L'ongle de l'index était encore légèrement teinté de bleu. Elle pensa à Zoé, qui avait pleuré ce matin quand elle était partie, parce que 5 ans, c'est l'âge où les séparations semblent permanentes, même quand elles ne le sont pas. Elle pensa à Élise, qui avait serré son épaule à l'aéroport, enfin pas l'aéroport, juste le bas de l'immeuble, en disant « Tu peux le faire », avec cette conviction des grandes sœurs qui croient en vous-même quand elles ont peur pour vous. Elle pensa à sa mère, qui n'était pas au courant des vrais termes du contrat et qui croyait simplement que Camille avait rencontré quelqu'un. Ce n'était pas entièrement faux. Elle avait rencontré quelqu'un, 2 ans plus tôt, dans un jardin, entre un hôpital et l'impossibilité de rentrer chez elle. Elle venait de l'épouser. Et lui savait exactement qui elle était depuis l'instant où elle était entrée dans le cabinet notarial. Peut-être même avant. Cette pensée lui traversa l'esprit avec une clarté soudaine et presque douloureuse. Il a désigné mon nom. L'avocate le lui avait dit. C'est lui qui avait désigné votre nom. Pas un chasseur de tête, pas un algorithme. Lui, personnellement. Ce qui voulait dire qu'il avait fait le lien bien avant elle. Ce qui voulait dire qu'il avait su qui elle était avant qu'elle sache qui il était. Ce qui voulait dire, la pensée s'interrompit parce que quelqu'un frappait doucement à la porte. 3 coups légers, mesurés. Camille se leva, traversa la chambre et ouvrit. Ce n'était pas Madame Fournier. Alexandre se tenait dans l'encadrement de la porte, sans canne. Il la portait d'habitude dans la main droite. Mais là, ses 2 mains étaient libres, légèrement écartées du corps, dans cette posture ouverte de quelqu'un qui s'oriente dans un espace qu'il connaît par cœur, mais qu'il traverse différemment quand il ne veut pas donner l'impression d'avancer armé. Il avait retiré sa veste de costume, juste la chemise blanche, les 2 premiers boutons ouverts, les manches retroussées jusqu'aux poignets. Il semblait plus grand dans le couloir que dans le cabinet notarial, ou peut-être que Camille le voyait pour la première fois sans toute l'architecture formelle de l'acte juridique autour de lui. Il entra de 2 pas et s'arrêta. Le silence qui suivit dura longtemps, vraiment longtemps. Pas le silence gêné de 2 inconnus qui cherchent quoi dire, quelque chose d'autre, plus lourd et plus précis, le silence de 2 personnes qui savent toutes les 2 quelque chose et attendent de voir lequel des 2 va le dire en premier. Ce fut lui. Sa voix était basse, absolument posée, sans une trace d'hésitation. « Je vous connais déjà. » Camille ne bougea pas. « Lavande, continua-t-il, et fil de couture. Vous êtes la femme du Luxembourg. Je vous ai reconnue à l'instant où vous êtes entrée dans l'étude ce matin. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds, pas au sens figuré, mais avec cette sensation physique réelle que le sol devient subitement moins certain, moins solide, comme si l'équilibre devait se recalculer entièrement. Camille porta une main à la gorge sans s'en rendre compte. Elle cherchait quelque chose à dire et ne trouvait rien, pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce qu'il y avait trop de choses à dire en même temps et qu'aucune d'elles ne semblait commencer correctement. « Vous saviez » dit-elle enfin. Ce n'était pas une question. « Oui, depuis le début, depuis que Maître Renard m'a dit votre prénom et votre profession. » Une pause. Une couturière prénommée Camille, spécialisée en lingerie fine, qui travaille à Belleville. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui passent 3 semaines au jardin du Luxembourg à attendre des nouvelles d'un hôpital en sentant la lavande. Camille se rendit compte qu'elle retenait sa respiration depuis trop longtemps. Elle expira lentement. « Pourquoi vous ne l'avez pas dit ?» Alexandre inclina légèrement la tête. Ce geste qu'elle reconnaissait, ce geste d'écoute totale, qui ne regardait nulle part et regardait partout en même temps. « Parce que je voulais vous laisser choisir. Si vous ne m'aviez pas reconnu, ou si vous aviez préféré faire comme si vous ne m'aviez pas reconnu, c'était votre droit. » Un silence. « Et si je vous avais reconnu et que j'ai voulu rompre le contrat, c'était également votre droit. » Camille le regarda longuement, ce qui ne voulait pas dire qu'il la regardait, et pourtant elle avait toujours eu l'impression, dans le jardin déjà, qu'il voyait quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer. « Vous avez quand même signé, dit-elle. « Oui. » Sachant qui j'étais, sachant qui vous étiez.
Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se rassit sur le bord du lit, sans vraiment décider de le faire. Ses jambes avaient simplement cessé de vouloir porter tout ça debout. Alexandre ne bougea pas, ne chercha pas à avancer davantage dans la pièce. Il resta là, dans cet espace entre la porte et elle, respectant une distance qu'il n'avait pas besoin de voir pour mesurer. « Je ne sais pas comment me comporter avec ça », dit-elle honnêtement. « Ni moi », dit-il, avec une franchise si directe qu'elle faillit sourire malgré tout. Un silence différent s'installa alors. Pas le silence lourd de l'aveu, mais quelque chose de plus respirable, de moins urgent, comme si dire « je ne sais pas » avait rendu l'air plus léger dans la chambre. « Je vous souhaite une bonne nuit, Camille », dit-il enfin, en reculant vers la porte avec ce même sens de l'espace, cette même grâce pratique. « Bonne nuit, Alexandre », dit-elle. Il referma la porte derrière lui sans bruit. Elle resta assise sur le bord du lit, les mains à plat sur les genoux, et regarda longtemps la porte fermée dans la pénombre de la chambre. Dehors, Paris continuait. Les lumières de la ville montaient doucement par les baies vitrées du couloir, faisaient une ligne dorée sous le bas de la porte. Camille pensa que dans 2 jours, elle devrait appeler Élise, appeler sa mère, inventer une version de tout ceci qui soit vrai, sans être complète. Elle pensa aux machines de l'atelier, elle pensa au contrat, elle pensa à ce qu'il avait dit « Je voulais vous laisser choisir » et à la façon dont ces mots portaient quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à regarder directement. Puis elle pensa simplement qu'elle était épuisée. Elle se coucha sans défaire son sac. Elle s'endormit avec l'odeur de lavande sur ses mains et le souvenir d'une voix posée qui, 2 ans plus tôt dans un jardin de novembre, avait dit « c'est agréable » et qui venait de le prouver d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les premières semaines dans l'appartement de la rue Schaeffer ressemblèrent à quelque chose que Camille n'aurait pas su nommer avec précision. Pas de l'inconfort, pas exactement de l'aisance, plutôt un équilibre provisoire, comme quand on apprend les dimensions d'un nouvel espace, en marchant doucement dedans, sans allumer toutes les lumières d'un coup. Elle découvrait les habitudes d'Alexandre par strates successives, par détails accumulés, de la même façon qu'elle avait appris à le connaître dans le jardin, par fragments, par silence, par la façon dont il occupait l'espace autour de lui. Il se levait à 6h30 tous les matins sans alarme. Elle l'entendait parfois traverser le couloir vers la cuisine avec un pas régulier et sûr. Il connaissait chaque centimètre de cet appartement par mémoire musculaire, chaque angle, chaque meuble, chaque nombre de pas entre une pièce et une autre. Madame Fournier arrivait à 7h et préparait un café serré avec 2 tartines beurrées, qu'elle posait toujours au même endroit sur le comptoir de granit noir, à exactement la même distance du bord, parce qu'Alexandre savait où tendre la main. Il lisait les journaux économiques en braille ou en synthèse vocale dans son bureau, la porte entr'ouverte. Il avait des réunions en visioconférence, ce qui pour lui signifiait en audioconférence, plusieurs fois par semaine, et Camille entendait parfois sa voix traverser les cloisons, posée et précise, avec cette autorité naturelle de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de hausser le ton pour être entendu. Il rentrait à 19h, presque toujours. Ils dînaient ensemble dans la grande salle à manger aux boiseries claires, face aux baies vitrées qui donnaient sur les lumières du 16e. Madame Fournier servait et disparaissait. Les premières fois, les conversations restèrent en surface. La météo, les travaux sur l'avenue Kléber, les nouvelles économiques qu'Alexandre avait lues dans la journée et qu'il mentionnait avec ce naturel de quelqu'un qui oublie parfois que tout le monde ne commence pas sa journée avec les marchés financiers. Camille répondait poliment, posait des questions quand quelque chose l'intéressait sincèrement, gardait pour elle le reste. Mais peu à peu, presque malgré eux, la surface s'effrita. Ce fut pendant le 5e dîner que ça commença vraiment, à cause d'une banalité, d'une de ces petites choses qui n'ont pas l'air d'ouvrir quoi que ce soit et qui pourtant ouvrent tout. Madame Fournier avait servi un poulet rôti aux herbes de Provence, avec des pommes de terre fondantes, et Camille, sans réfléchir, avait dit que ça lui rappelait les dimanches chez sa grand-mère à Clermont-Ferrand, où l'odeur du thym envahissait tout l'appartement dès le matin.
Alexandre avait posé sa fourchette. « Vous êtes d'Auvergne ?» Ma mère l'est. Camille coupa un morceau de pomme de terre. « Moi, je suis né à Paris, mais on allait là-bas chaque été jusqu'à mes 12 ans. Il me semblait vous avoir entendu dire, au Luxembourg, que vous aviez grandi dans le 11e. » Elle s'arrêta. Il avait retenu ça. 2 ans après, dans une conversation qui n'avait jamais eu vocation à durer, il avait retenu le 11e arrondissement. « Le 11e, oui, dit-elle, rue de la Roquette. On a déménagé à Belleville quand j'avais 19 ans. » Pourquoi Belleville? Les loyers. Elle dit ça simplement, sans gêne. C'était la vérité, et la vérité ne lui faisait pas honte. Ma mère ne pouvait plus tenir le loyer du 11e après que mon père est parti. Belleville, c'était possible, et puis on y est resté. Alexandre hocha la tête lentement. « Est-ce que c'est là que vous avez appris à coudre ?»« Non. » Elle sourit légèrement sans s'en rendre compte. « J'ai appris avec ma grand-mère, justement. Elle faisait les ourlets de tout le quartier. Elle avait une Singer des années 60 qui faisait un bruit de tracteur, mais qui n'est jamais tombée en panne. » Il écouta. Vraiment, avec cette qualité d'attention qu'elle avait connue dans le jardin et qu'elle retrouvait intacte ici, à cette table trop grande pour 2 personnes, avec Paris qui brillait derrière les vitres. Et Camille parla. Pas beaucoup, pas comme quelqu'un qui se raconte, comme quelqu'un qui répond honnêtement à des questions honnêtes. Ce soir-là et les suivants, par touches successives, elle parla de la confection de Belleville, des commandes de lingerie, des clientes qui revenaient parce qu'elle faisait confiance à la coupe. Elle parla du carnet de croquis qu'elle gardait dans son tiroir depuis des années, les modèles de l'atelier imaginaire, les calculs de coûts, les noms de tisserands en région dont elle avait les coordonnées sans jamais avoir eu les moyens de les appeler. Elle parla de Zoé, qui dessinait des robes à princesse sur des post-it et les lui glissait sous la porte quand elle gardait la petite le mercredi. Alexandre, de son côté, parla peu, mais ce peu était dense. Il mentionna son père une fois avec une neutralité qui ressemblait à de la fatigue plutôt qu'à de l'indifférence. Il dit que Marcel Laurent avait été un homme qui aimait contrôler les choses, même de là où il n'était plus, et que le testament en était la preuve la plus éloquente. Il dit que la cécité l'avait d'abord rendu furieux. Pendant 2 ans, entre les premières pertes visuelles et la cécité complète, il avait été furieux d'une façon qu'il décrivit comme inefficace et épuisante, et qu'ensuite il avait appris à réorganiser entièrement sa façon d'être dans le monde, ce qui n'était pas une résignation, mais quelque chose de plus proche d'une reconstruction. « Les gens croient que perdre la vue, c'est perdre le monde », dit-il un soir, en tenant sa tasse de café des 2 mains. En réalité, c'est apprendre un autre monde, moins large peut-être, mais beaucoup plus dense. Camille pensa à ces après-midi dans le jardin, à la façon dont il l'avait écouté, à ce que signifiait vraiment écouter quelqu'un quand on ne peut pas regarder ailleurs. « Je crois que j'ai compris quelque chose de ça au Luxembourg, » dit-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Juste un silence bref, presque imperceptible. « Moi aussi, » dit-il. Ce fut tout. Mais ce tout contenait beaucoup. Ils ne parlèrent jamais directement du passé commun, ni de ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre pendant ces 3 semaines, ni de la façon dont chacun avait porté cette mémoire pendant 2 ans, ni de ce que signifiait le fait qu'il ait choisi son nom. Il y avait entre eux une convention implicite, fragile et précieuse comme certaines choses fragiles et précieuses, ne pas nommer ce qui n'avait pas encore de nom exact. Le passé existait, ils le savaient tous les 2. Il flottait dans chaque repas partagé, dans chaque bonne nuit échangée dans le couloir, dans chaque matin où Camille passait devant le bureau ouvert et entendait sa voix parler de chiffres avec une clarté qui contrastait étrangement avec la façon dont il lui avait dit « Je voulais vous laisser choisir la première nuit ». Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait. Elle savait qu'elle ne voulait pas le savoir trop vite. Ce fut au 3e mois que Sophie Laurent entra dans l'histoire. Camille ne la vit pas venir,
pas parce qu'elle était naïve, mais parce qu'elle avait été absorbée par les repas, les conversations, les premières promenades dans le quartier que Madame Fournier l'avait encouragée à faire, les week-ends où Alexandre l'avait emmenée, simplement emmenée, sans pression, en taxi, en proposant des endroits qu'il aimait et qu'il lui décrivait comme quelqu'un qui voit avec les oreilles et les mains. Le marché de Passy le samedi matin. La librairie de la rue de Longchamp, où il connaissait le propriétaire depuis 20 ans. Le restaurant du passage du Grand Cerf, où le chef venait toujours saluer Alexandre personnellement et où la salle sentait le beurre noisette et le vin blanc dès l'entrée. Elle avait commencé à travailler dans l'une des pièces lumineuses de l'appartement, que Madame Fournier avait transformée en atelier temporaire, une table de coupe installée près de la fenêtre, une machine à coudre que Camille avait demandé à faire venir depuis Belleville et qui avait un peu choqué Madame Fournier par son manque d'élégance dans ce contexte. Elle travaillait sur ses propres modèles pendant les heures où Alexandre était en réunion. Elle avait rouvert le carnet de croquis. Pour la première fois depuis des années, les calculs commençaient à ressembler à quelque chose de possible. Et c'est précisément à ce moment-là que son téléphone commença à recevoir des messages de numéros inconnus. D'abord, des captures d'écran de forums de potins économiques en ligne, puis un article dans Le Point, court, en bas de page, le genre d'article qui ressemble à une information, mais qui est en réalité une question. Le mariage surprise d'Alexandre Laurent, PDG du groupe Laurent Capital, soulève des interrogations sur les conditions de l'union. Puis un papier plus long dans Challenge, avec des photos prises à la sortie du cabinet notarial le jour de la cérémonie. Camille en robe ivoire cousue main, Alexandre en costume sombre, l'espace entre eux visible, mesurable, interprétable pour quiconque cherchait à l'interpréter. Les titres s'enchaînèrent en quelques jours. Qui est Camille Moreau, la couturière de Belleville qui a épousé le milliardaire aveugle? Paris Match. Mariage contractuel, au sommet du groupe Laurent. Ce que les chiffres suggèrent, les échos. Laurent Capital, les héritiers contestent la légitimité du mariage. Le Figaro, économie. Camille lut chaque article avec ce calme particulier de quelqu'un qui est habitué à entendre des choses sur lui-même, qui ne ressemblent pas à lui-même. Elle ne reconnut pas sa propre vie dans ces textes. La couturière de Belleville, qu'il décrivait, était à la fois elle et une caricature d'elle, simplifiée jusqu'à ne plus contenir rien de ce qui la constituait vraiment. Elle n'était pas la couturière de Belleville. Elle était Camille Moreau, 30 ans, qui cousait depuis l'âge de 8 ans et qui avait un carnet plein de croquis et une idée très précise de l'atelier qu'elle voulait ouvrir. Mais ce n'est pas ce genre de détails que les gros titres cherchent. La visage derrière tout ça prit forme progressivement. Sophie Laurent, 40 ans, cousine germaine d'Alexandre, directrice de la branche immobilière du groupe depuis 8 ans. Camille ne la rencontra pas en personne avant le 4e mois, mais elle comprit assez vite, par les courriers des avocats qui commencèrent à arriver, par les allusions d'Alexandre pendant les dîners, prononcées avec une sécheresse concise qui indiquait clairement où se situait son mépris, que Sophie avait fait engager un détective privé dans les jours suivant le mariage. Ce que le détective avait trouvé n'était pas un scandale, c'était simplement une vie ordinaire, une vie que Sophie avait choisi de présenter comme une preuve de supercherie, parce qu'une vie ordinaire, quand on veut déstabiliser quelqu'un, peut ressembler à une imposture si on la décrit avec les bons adjectifs. Le coup le plus direct arriva un mardi matin sous forme d'un appel de Maître Renard. Les avocats de la famille Laurent, pas ceux d'Alexandre, ceux des actionnaires minoritaires représentés par Sophie, demandaient à Camille de signer un avenant au contrat original. L'avenant comportait une clause de confidentialité totale interdisant à Camille de s'exprimer publiquement sur les termes ou les circonstances de son mariage. Si elle refusait, les avocats indiquaient qu'ils demanderaient une audition devant le conseil d'administration du groupe Laurent Capital pour évaluer la validité du mariage au regard des exigences testamentaires. Camille raccrocha.
Elle resta un moment debout dans l'atelier temporaire, les mains posées à plat sur la table de coupe, regardant le tissu bleu nuit étalé devant elle, une pièce de soie sauvage qu'elle avait commandée 2 semaines plus tôt et sur laquelle elle travaillait depuis 3 jours avec une minutie que les machines ne remplacent jamais complètement. Elle regarda ses mains. Elle pensa à sa mère, à Élise, à Zoé. Elle pensa au contrat et à ce qu'il lui garantissait. Elle pensa à l'avenant et à ce qu'il lui demandait. Puis elle alla frapper à la porte du bureau d'Alexandre. Il était au téléphone. Il leva brièvement la main, un geste qu'il faisait quand il savait que quelqu'un entrait, parce qu'il entendait toujours les pas dans le couloir pour indiquer qu'il terminait. 2 minutes plus tard, il raccrocha. « Les avocats de Sophie viennent de m'appeler », dit Camille, sans préambule. « Ils veulent que je signe un avenant avec une clause de confidentialité sur les termes du mariage. » Alexandre ne dit rien immédiatement. Son visage était parfaitement neutre. Cette neutralité qui Camille avait appris ne signifiait pas l'absence d'émotion, mais sa compression totale. « Et vous allez signer ?» dit-il. « Non, dit-elle. » Silence. « Je ne vais pas mentir sur qui je suis. J'étais couturière, je le suis encore, et l'atelier que je vais ouvrir aura mon nom sur la porte. Si ça casse un contrat, montrez-moi quelle clause. » Le silence qui suivit dura assez longtemps pour que Camille se demande si elle avait dit quelque chose de faux, ou de trop direct, ou de maladroit dans ses conséquences pratiques. Puis Alexandre fit quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu. Il se leva de son fauteuil, contourna le bureau avec des gestes précis et assurés, et alla jusqu'à la fenêtre. Il resta là, dos à elle, face au ciel gris de mars qui ne lui montrait rien et qui pourtant semblait lui dire quelque chose. « Nous annulons l'avenant », dit-il calmement. La dispute successorale s'installa dans leur vie commune avec la régularité pesante d'un chantier de construction, toujours présente, toujours bruyante à distance, impossible à ignorer complètement, mais possible, certains jours, de mettre momentanément entre parenthèses. Les avocats d'Alexandre travaillaient sur 3 fronts simultanément. La validité juridique du mariage au regard des exigences testamentaires, la légitimité de la procédure engagée par les actionnaires minoritaires et la démonstration que l'union avait été contractée sans coercition ni fraude d'aucune nature. Maître Renard appelait Camille 2 ou 3 fois par semaine pour lui expliquer les avancées, lui demander des précisions sur sa situation personnelle au moment de la signature, lui soumettre des documents à relire. Camille répondait à tout avec la même exactitude méthodique qu'elle appliquait à la coupe d'un patron, ni plus ni moins que ce qui était demandé, sans ajouter d'ornements inutiles. Elle ne se plaignait pas. Elle avait appris très tôt dans sa vie que se plaindre consomme de l'énergie qu'on pourrait utiliser autrement. Mais les nuits étaient moins simples que les journées. Il lui arrivait de rester éveillé longtemps après avoir éteint la lampe de chevet, à écouter le silence particulier du 16e arrondissement, un silence différent de celui de Belleville, plus feutré, plus intentionnel, comme si même le bruit y était soumis à un règlement de copropriété. Elle pensait à la clause de confidentialité qu'on lui avait demandé de signer. Elle pensait à la façon dont Alexandre avait dit « Nous annulons l'avenant » avec cette sécheresse tranchante, comme si la chose était déjà faite avant même d'avoir été décidée. Elle pensait à ce que cela signifiait, qu'il avait choisi sa version à elle plutôt que la protection juridique que l'avenant lui aurait apportée. Ce n'était pas rien, ce n'était même pas anodin. Mais elle ne savait pas encore comment tenir cette information sans lui donner un poids qu'elle aurait peut-être rêvé mais pas autorisé. Le vrai tournant vint un jeudi soir de la 5e semaine de procédure. Alexandre rentra plus tard que d'habitude, presque 22 heures, ce qui était exceptionnel. Camille était encore dans l'atelier temporaire, penchée sur une pièce en crêpe de soie ivoire qu'elle finissait à la main depuis 2 heures. Elle entendit la porte d'entrée, puis les pas dans le couloir, puis le silence devant la porte entr'ouverte de l'atelier. « Vous travaillez encore » dit-il. Ce n'était pas une question. « Encore un ourlet » dit-elle sans lever la tête. Il entra de quelques pas,
Elle perçut qu'il s'était arrêté près de la table de coupe. Elle le savait parce qu'il y avait cette façon qu'il avait de s'immobiliser dans un espace en laissant ses mains légèrement écartées du corps, comme des antennes très discrètes qui cartographiaient ce qui l'entourait. « Vous ne dormez pas bien, dit-il. Elle leva les yeux cette fois. « Comment vous savez ça? Vous bougez dans le couloir vers 2 heures du matin. » Il dit ça simplement, sans accuser, sans surinterpréter. « Je l'entends depuis ma chambre. » Camille reposa l'aiguille sur le tissu. « La procédure m'inquiète, dit-elle honnêtement. Pas pour moi. Pour ce que ça pourrait coûter au groupe si... Ne vous inquiétez pas pour le groupe, dit-il, avec une douceur qui contredisait le côté péremptoire de la phrase. Alexandre? C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, sans le faire précéder d'un regard vers la porte ou d'une hésitation. Elle s'en rendit compte à peine après. « Je ne suis pas ici pour vous créer des problèmes supplémentaires. Si à un moment le contrat devient une complication plus grande que ce qu'il résout, dites-le-moi. » Il ne répondit pas immédiatement. Il fit quelque chose qu'elle ne lui avait pas encore vu faire dans l'appartement. Il s'approcha de la chaise libre près de la fenêtre de l'atelier et s'assit avec un naturel tranquille, comme si cette pièce qu'il n'avait encore jamais habitée lui était familière. « Ce n'est pas le contrat qui est une complication, dit-il, c'est Sophie. Et Sophie était une complication avant vous. » Un silence. « Elle l'est depuis combien de temps? » « Depuis que mon père m'a nommé président du groupe, à 38 ans à la place d'elle. » Il dit ça avec une neutralité parfaite. « Elle est compétente. Elle aurait peut-être fait du bon travail. Mais mon père l'a écartée, et elle ne me l'a jamais vraiment pardonné, même si c'est moi qu'elle est censée en vouloir. » Camille le regarda, assis dans la lumière jaune de l'atelier, les mains posées sur les genoux, la chemise légèrement froissée de sa longue journée, les lunettes noires qui rendaient son expression difficile à lire, mais pas son visage, qui portait une fatigue tranquille et ancienne. « Je suis désolé, dit-elle. Pourquoi? Parce que c'est lourd à porter. » Il tourna légèrement la tête. Ce mouvement qu'elle associait désormais à une attention accrue, à quelque chose qu'il cherchait à recevoir complètement. « C'est moins lourd depuis quelque temps, dit-il. » Il se leva avant qu'elle puisse répondre, souhaita bonne nuit, avec cette politesse constante qui n'était pas de la froideur, mais une forme de respect du rythme de l'autre, et sortit. Camille resta seule dans l'atelier avec l'aiguille, le crêpe ivoire et une phrase qui continuait de résonner dans la pièce vide comme une note de musique tenue plus longtemps que prévu. C'est moins lourd depuis quelque temps. Les semaines suivantes portèrent une qualité différente. Quelque chose s'était légèrement déplacé, pas dans les faits, mais dans l'atmosphère entre eux, dans la façon dont les dîners duraient maintenant jusqu'à 22 heures, sans que ni l'un ni l'autre ne cherche à abréger, dans la façon dont Camille commençait à reconnaître ses expressions infimes, les légères variations de sa voix, ce qui indiquait de la satisfaction ou de l'irritation contenue ou une curiosité sincère. Elle apprit qu'il aimait le jazz des années 50 et l'écoutait le dimanche matin dans son bureau avec un volume bas qui se faufissait sous la porte. Elle apprit qu'il détestait le sucre dans le café, mais ne disait jamais rien quand on en mettait par erreur. Il buvait quand même par une politesse absolue. Elle apprit qu'il avait une façon de sourire qui commençait toujours par le coin gauche de la bouche, comme si le droit avait besoin d'une fraction de seconde de plus pour suivre. Alexandre, de son côté, retint les choses à la façon dont il retenait tout, silencieusement, complètement. Il sut que Camille ne mangeait presque pas quand elle était stressée, que son silence au dîner était différent de son silence habituel et qu'on pouvait les distinguer à la façon dont elle posait les couverts. Il sut qu'elle appelait Élise tous les 2 jours et que ses appels duraient toujours exactement 20 minutes. Elle avait un rire différent avec sa sœur, plus libre, plus aigu, qui traversait parfois les murs avec une légèreté qui contrastait avec la retenue qu'elle s'imposait ailleurs. Il sut qu'elle travaillait mieux le matin et que vers 16 heures, elle faisait toujours une pause de 10 minutes dans le petit salon pour regarder les toits par la fenêtre sans faire quoi que ce soit d'autre. Il ne lui dit jamais qu'il savait tout ça,
Mais un vendredi, en rentrant, il déposa sans explication sur la table de coupe de l'atelier un catalogue épais d'un fournisseur de tissus du Loiret qu'elle avait mentionné une fois, en passant, lors d'un dîner, un tisserand artisanal qui produisait une batiste de lin d'une qualité rare que Camille n'avait jamais pu se payer. Elle regarda le catalogue pendant un long moment, avant de comprendre ce qu'il représentait. Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas du pouvoir. C'était simplement quelqu'un qui avait entendu quelque chose qu'elle avait dit et qui avait pensé à elle une semaine plus tard. Elle alla frapper à la porte de son bureau. « Merci », dit-elle. Il hocha la tête avec une simplicité désarmante. « Appelez-les, ils valent le déplacement. » La convocation devant le conseil de la famille Laurent arriva le 2e mois de la procédure, sous la forme d'un courrier recommandé au nom de Camille Moreau. Son nom de naissance, pas Laurent, parce qu'elle n'avait jamais changé de nom, et personne n'avait jugé utile de lui demander si elle voulait le faire. L'audience était fixée dans les bureaux du groupe Laurent Capital à La Défense, dans 3 semaines. Elle était invitée, le mot « invité » ayant ici la précision juridique d'une obligation, à se présenter devant le Conseil pour répondre aux questions relatives aux circonstances de son mariage avec Alexandre Laurent. Maître Renard lui proposa un consultant en communication, une préparation médiatique, une liste de points de langage. Camille déclina poliment. « Je vais y aller et dire la vérité », dit-elle. « La vérité peut être mal interprétée sans préparation, » dit Maître Renard. « Peut-être, mais si je commence à préparer une version de la vérité, je ne sais plus très bien où s'arrête la vérité et où commence la version. » Il y eut un silence au téléphone. « Très bien, » dit Maître Renard, avec le ton d'une femme qui respecte une décision même quand elle ne la partage pas entièrement. Le matin de l'audience, Camille s'habilla dans l'atelier. Un jean bien coupé, une blouse en soie naturelle et crue qu'elle avait cousue elle-même l'automne précédent, des bottines en cuir brun qu'elle portait depuis 4 ans et qui avaient le lustre des bonnes choses, entretenues avec soin. Pas de consultant, pas de notes préparées. Elle attacha ses cheveux en tresses basses et mit les boucles d'oreilles en argent d'Élise. Alexandre l'attendait dans le hall d'entrée, en costume, la canne à la main. Il ne dit rien quand il l'entendit approcher. Mais quelque chose dans sa posture changea légèrement. Les épaules qui se détendaient d'1 millimètre, la tête qui s'inclinait, avec cette attention particulière. « Prête ?» dit-il. « Oui » dit-elle. Ils descendirent ensemble. La salle du conseil au 27e étage de la tour Laurent à La Défense avait ce genre d'atmosphère que les grandes pièces institutionnelles cultivent délibérément. Plafond haut, lumière froide, table en bois sombre assez longue pour accueillir une armée, chaises en cuir noir alignées avec une précision qui dit clairement qui commande ici et qui répond. 13 membres du conseil étaient présents. Sophie Laurent était assise au bout gauche de la table, dans un tailleur anthracite impeccable, avec ce visage fermé des gens qui ont préparé leur certitude depuis longtemps et qui attendent simplement la confirmation. Camille s'assit en face d'eux. Alexandre prit place à sa droite, légèrement en retrait, les mains sur la canne posée verticalement devant lui. Le président du conseil, un homme d'une 60aine d'années, Bertrand Chastel, juriste indépendant désigné par les actionnaires, ouvrit la séance avec un formalisme procédurier qui dura 10 minutes et que Camille écouta sans bouger. Puis, il se tourna vers elle. « Madame Moreau, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez fait la connaissance de Monsieur Laurent ?» Camille posa les mains à plat sur la table. Elle regarda Bertrand Chastel droit dans les yeux, pas avec agressivité, avec cette franchise directe des gens qui n'ont pas à se souvenir de ce qu'ils ont dit parce qu'ils n'ont dit que ce qui était vrai. Et elle parla. Elle parla du jardin du Luxembourg en novembre, des 21 jours entre l'hôpital et l'impossibilité de rentrer à Belleville. Elle parla du banc, de l'homme avec la canne et le carnet en braille, des conversations de l'après-midi. Elle dit qu'elle avait ignoré son nom de famille pendant 3 semaines et qu'il avait ignoré le sien.
Elle dit que sa mère était en chirurgie cardiaque à la Pitié-Salpêtrière, et que cet homme l'avait écouté parler pendant des heures, d'une façon qu'elle n'avait jamais connue avant ni trouvée depuis. Elle dit qu'elle était rentrée à Belleville et qu'elle n'avait pas revu Alexandre Laurent pendant 2 ans. Elle dit que quand Maître Renard était venu lui présenter la proposition contractuelle, elle n'avait pas fait le lien entre l'Alexandre du Jardin et l'Alexandre Laurent de la holding. Pas tout de suite. Et qu'au moment de la cérémonie, quand elle l'avait reconnu, elle n'avait rien dit parce qu'elle avait peur que la vérité de ce passé commun détruise le contrat dont dépendaient sa mère, sa sœur et le projet de sa vie professionnelle. Elle ne dit pas tout ça avec émotion. Elle le dit avec la précision d'un témoignage, puis elle ajouta, les mains toujours à plat sur la table, « Je n'ai pas épousé Alexandre Laurent parce qu'il possède 210 millions d'euros. Je l'ai aimé, dans le sens ordinaire et non contractuel du mot, quand je croyais qu'il était simplement un homme qui travaillait dans la finance et qui marchait au jardin du Luxembourg. Un homme qui m'écoutait. » Elle s'arrêta une seconde. « Je n'ai pas d'intérêt à mentir ici. Je suis couturière de Belleville, c'est ce que j'ai toujours été, c'est ce que je serai quand ce mariage prendra fin, et l'atelier que j'ouvrirai aura mon nom sur la porte, pas le sien, le mien. » Le silence qui suivit fut de la qualité de ces silences qui signifient quelque chose dans une salle de réunion, pas le silence de l'embarras ni de l'attente, mais celui d'un espace qui vient d'être recadré par quelqu'un qui n'avait pas prévu de le recadrer. Bertrand Chastel nota quelque chose. Sophie Laurent, au bout de la table, regardait ses mains. Alexandre, à sa droite, n'avait pas bougé depuis que Camille avait commencé à parler. Il était immobile, avec cette immobilité complète qu'elle lui connaissait, celle qui signifiait qu'il recevait chaque mot, chaque intonation, chaque pause, avec une attention totale que personne dans cette salle ne pouvait lui égaler parce que personne dans cette salle n'avait appris à écouter de cette façon-là. Le vote eut lieu 40 minutes plus tard. 10 voix pour la permanence d'Alexandre à la présidence, 3 voix contre. Les mois qui suivirent le vote du Conseil eurent cette qualité particulière des périodes de calme après une tension longue. Pas le calme de l'absence, mais celui d'un espace qui se recompose lentement, qui retrouve ses contours habituels avec la prudence de quelqu'un qui a appris que les contours peuvent changer. Sophie Laurent ne disparut pas. Elle était toujours là, quelque part dans l'organigramme du groupe, avec son tailleur anthracite et sa façon de regarder les choses comme des actifs à valoriser ou des risques à contenir. Mais elle se tut. Provisoirement, peut-être. Suffisamment pour que les avocats cessent d'appeler 2 fois par semaine et que les matins retrouvent une texture moins crispée. Camille remarqua le changement d'abord dans les dîners. Il y avait eu, pendant la procédure, une légère raideur dans les repas du soir, pas entre eux, mais autour d'eux, comme si l'affaire en cours pesait sur la table même quand on n'en parlait pas. Maintenant, cette raideur s'était dissipée. Les conversations allaient plus loin, plus librement, avec ces digressions naturelles des gens qui commencent à se connaître suffisamment pour savoir que l'autre peut suivre sans que tout soit expliqué. Alexandre lui parla de la première entreprise qu'il avait montée à 29 ans, un fonds d'investissement spécialisé dans les infrastructures de santé avant même que la maladie oculaire se déclare. Il dit que le hasard avait voulu que ce premier fonds finance en partie la construction d'une clinique ophtalmologique à Lyon, et que 2 ans plus tard, c'était dans cette même clinique qu'il avait reçu son premier diagnostic. « Vous trouvez ça ironique ?» demanda Camille. « Je trouve ça précis, dit-il. La vie aime la précision. Elle pensa aux 21 jours au Luxembourg. Elle pensa à la lavande. Elle pensa à la façon dont tout cela avait une cohérence rétrospective qui n'avait rien d'une coïncidence, mais qui ressemblait à quelque chose d'autre, à une logique souterraine que les événements avaient suivie sans consulter personne. « Oui, dit-elle. Elle aime la précision. » Un soir de juin, ils marchèrent ensemble pour la première fois. Ce n'était pas planifié. Alexandre avait mentionné pendant le dîner qu'il aimait descendre à pied jusqu'au Trocadéro certains soirs d'été, quand la chaleur avait baissé et que la ville sentait différemment.
Le bitume tiède, les tilleuls, quelque chose d'indéfinissable qui n'existait qu'entre 19 heures et la nuit. Camille avait dit qu'elle n'était jamais allée au Trocadéro à cette heure-là. Il avait dit simplement, sans insistance, « Venez ». Ils descendirent la rue Schaeffer, puis l'avenue Kléber, puis les Grandes Marches. Alexandre marchait à sa gauche, la canne dans la main droite, à un rythme régulier qui n'était ni pressé ni hésitant. Il lui décrivait ce qu'il entendait. Les sons changeaient à chaque bloc, disait-il, si on faisait attention. Le murmure de la fontaine du Trocadéro avant même de l'atteindre. La façon dont les voix des touristes rebondissaient différemment sur le parvis minéral. Le bruit des pigeons au décollage, qui commençait toujours par ce froissement sec d'ailes qui ne ressemblait à rien d'autre. Camille écoutait. Elle regardait aussi. Les lumières de la tour Eiffel, qui commençaient leur scintillement du soir, les familles assises sur les marches, les enfants qui couraient sur le parvis en riant avec ce rire particulier de l'été et du grand espace. Elle essaya de regarder tout ça comme il l'entendait, par couche, par détail, sans la globalité visuelle qui noie parfois le particulier. « Comment vous décririez ça ?» dit-il. Elle réfléchit honnêtement. Les lumières clignotent sur la tour, pas en rythme régulier, par saccades, comme quelqu'un qui cligne des yeux rapidement. Il y a une famille avec 3 enfants en bas des marches. Le plus petit a perdu sa chaussure, et il s'en fiche complètement. Un homme vend des miniatures de la tour sur une couverture bleue. Il a un accent que je ne reconnais pas. L'air sent la pierre chaude et quelque chose de sucré. Une gaufre peut-être. Il y a un stand un peu plus loin. Alexandre écoutait avec ce sourire qui commençait par le coin gauche. « Vous voyez bien, dit-il, c'est vous qui m'avez appris à regarder comme ça. » Il ne répondit pas, mais inclina légèrement la tête. Et Camille comprit que certaines choses n'avaient pas besoin de réponse pour être reçues. Ils restèrent là 20 minutes, debout, au bord du parvis, et ne parlèrent presque plus. Juste la ville autour d'eux, les sons, la chaleur de l'été qui durait, et ce silence entre 2 personnes qui n'ont plus besoin de remplir l'espace pour justifier leur présence l'une à côté de l'autre. En remontant vers la rue Schaeffer, dans la pente douce de l'avenue, Camille réalisa quelque chose qu'elle avait évité de formuler depuis plusieurs semaines, avec la précision d'une évidence qui attendait patiemment d'être reconnue. Elle ne voulait pas que les 18 mois se terminent. Cette pensée la traversa sans bruit, propre et nette comme la coupe d'un bon tissu. Pas une révélation dramatique, pas un tremblement. Juste une certitude tranquille qui s'était posée là sans demander la permission et qui avait l'air d'avoir l'intention de rester. Elle ne dit rien, pas ce soir-là. Les semaines de juillet et août portèrent cette tension silencieuse que les deux portaient désormais. La conscience de quelque chose qui existait entre eux et qu'aucun des deux ne nommait, par une prudence mutuelle, qui ressemblait parfois à de la politesse et parfois à de la peur. Camille travaillait beaucoup dans l'atelier temporaire. Elle avait appelé le tisserand du Loiret, 2 fois finalement, parce que la première conversation avait duré plus d'1 heure et qu'elle avait eu envie de rappeler pour préciser des détails sur le grammage de la batiste. Elle avait rempli le carnet de nouveaux croquis. Elle avait refait les calculs, cette fois avec des chiffres différents, des chiffres qui tenaient compte de ce que l'indemnisation de fin de contrat représentait en capital de départ. L'atelier était possible. L'atelier était réel. Et pourtant, chaque fois qu'elle ouvrait le carnet et regardait la colonne de chiffres qui prouvait que c'était possible, elle pensait à autre chose. À la façon dont Alexandre avait dit « c'est moins lourd » depuis quelque temps. À la façon dont il avait déposé le catalogue du tisserand sur sa table sans rien dire. À la façon dont ils marchaient ensemble le long de la Seine, certains soirs, lentement, sans destination précise, et dont le silence entre eux avait cette texture particulière du silence confortable, le genre de silence qui ne demande rien. Le terme officiel du contrat approchait avec la régularité des choses contractuelles. 18 mois. Ni plus ni moins. Maître Renard lui envoya un courrier 3 semaines avant l'échéance pour lui rappeler les modalités de clôture. L'avirement de l'indemnisation, les documents à signer, la procédure de résidence.
Tout était prêt, tout était ordonné. La fin du contrat avait la propreté administrative des choses bien préparées. Camille lut le courrier 2 fois. Elle le posa sur la table de coupe. Elle ne le rangea pas. Les dernières semaines dans l'appartement de la rue Schaeffer furent étranges. Pas pénibles, étranges. Il y avait dans l'air quelque chose d'inachevé, comme un ourlet à moitié fait qu'on laisse sur la table en se disant qu'on y reviendra, mais sans savoir quand. Il continuait les dîners, les promenades, les conversations, mais quelque chose avait changé dans la qualité du temps, comme si les heures portaient maintenant leur propre compte à rebours, discret et implacable. Un soir, 2 semaines avant la date officielle, Alexandre dit pendant le dîner sans préambule « Vous savez que vous pouvez rester ». Camille posa sa fourchette. « Ce n'est pas ce que dit le contrat. Le contrat dit que vous pouvez partir. Il ne dit pas que vous devez. » Elle le regarda, cette façon qu'elle avait maintenant de regarder son visage pas pour chercher un contact visuel qu'il ne pouvait pas lui rendre, mais pour lire les micro-expressions qui passaient sur ses traits, les légères tensions de la mâchoire, la façon dont ses mains se posaient ou se crispaient sur la table. Ses mains étaient parfaitement immobiles. « Je sais », dit-elle. Il ne dit rien d'autre. Elle non plus. Le soir de l'avant-dernière nuit, Camille ne dormit pas. Elle resta allongée dans le lit à baldaquin en lin naturel, les yeux ouverts dans le noir, à écouter Paris et à penser, pas de façon désordonnée, comme les nuits de la procédure, mais avec une clarté progressive, comme quand on nettoie une fenêtre et que le paysage derrière se précise par degrés. Elle pensa à tout ce qu'elle avait appris à voir en 18 mois dans cet appartement. Elle pensa à ce que signifiait vraiment l'atelier. Pas l'atelier comme fuite de quelque chose, mais l'atelier comme construction de quelque chose, et à la différence entre ces deux choses qui paraissent semblables et ne le sont pas du tout. Elle pensa à l'homme dans le couloir, à 3 chambres de distance, qui entendait peut-être ses pas quand elle se levait la nuit, et qui ne lui en avait jamais parlé, sauf cette fois dans l'atelier, avec cette douceur directe qui lui était particulière. Elle pensa à la lavande, à ce qu'il avait dit la première nuit. « Je voulais vous laisser choisir ». Et soudain, dans le noir de cette avant-dernière nuit, la chose qui n'avait pas encore de nom en trouva un. Pas un nom romantique, pas le nom d'un sentiment de conte, mais quelque chose de plus solide, de plus véridique. Le nom d'une certitude construite par Stratt sur 18 mois de dîners et de promenades et de silence et de disputes juridiques et de catalogues de tisserands posés sans explication sur une table de coupe. Elle voulait rester. Pas dans cet appartement, pas dans ce contrat, pas dans cette version de leur vie commune qui avait des clauses et des avocats et une date d'échéance administrative. Elle voulait autre chose. Quelque chose qui n'avait pas encore de forme, mais dont elle sentait les contours avec la précision de quelqu'un qui a passé sa vie à travailler sans patron préétabli, à deviner la forme d'une pièce avant de la couper, à faire confiance à ce que les mains savent avant que la tête l'ait formulé. Le lendemain matin, elle ne prit pas le train pour Belleville. Elle attendit qu'Alexandre parte pour la Défense, qu'il monte dans la berline noire avec son assistant, que le bruit du moteur disparaisse dans la rue Schaeffer. Puis, elle prit le RER-A jusqu'à la Défense, le métro du quotidien, avec ses odeurs de caoutchouc chaud et de café en gobelet, ses voyageurs aux écouteurs, ses annonces robotiques. Elle regardait défiler les stations avec ce sentiment étrange d'aller vers quelque chose qu'elle avait décidé à 2 heures du matin dans l'obscurité et qui, à la lumière du matin, avait exactement la même forme qu'elle lui avait donnée dans le noir. L'immeuble du groupe Laurent Capital, à la Défense, était une tour de verre et d'acier brossé qui reflétait le ciel, sans le laisser entrer vraiment. Elle monta jusqu'au 27e étage dans un ascenseur à parois de verre qui donnait sur le parvis de la Défense avec ses sculptures modernes et ses fontaines géométriques. La secrétaire d'Alexandre, une jeune femme brune et efficace prénommée Aurélie, la reconnut immédiatement et décrocha son téléphone. « Madame Moreau pour Monsieur Laurent. » Un silence de 30 secondes. « Il vous reçoit. »
Le bureau d'Alexandre au 27e étage était grand et orienté plein ouest, avec des baies vitrées qui donnaient sur la Grande Arche et l'axe historique de Paris qui s'étendait au loin jusqu'à l'Arc de Triomphe et au-delà. Il ne pouvait pas voir tout ça, mais il le savait là, Camille en était certaine, avec la même précision qu'il savait où était chaque meuble dans l'appartement de la rue Schaeffer, chaque pas dans le couloir, chaque variation dans la voix des gens qui lui parlaient. Il était debout près de la fenêtre quand elle entra, pas assis derrière son bureau, debout, face au verre, les mains dans les poches, comme s'il attendait quelque chose, qu'il avait entendu approcher longtemps avant qu'elle frappe. « Entends, Camille !» Il n'y avait pas de surprise dans sa voix. Elle s'arrêta au milieu de la pièce. Elle posa les documents sur son bureau, les papiers de clôture du contrat, signés à tous les endroits où sa signature était requise, propre, complet, légalement irréprochable. Puis elle retira les 2 pages supplémentaires qu'Aurélie verrait dans un instant si elle regardait. Les pages blanches, signées en bas, comme une proposition ouverte. « Je ne veux pas clore ça, dit-elle, je veux renégocier les termes. » Alexandre ne bougea pas de la fenêtre. « Quels termes proposez-vous » Camille prit une inspiration. Durée indéterminée, sans salaire, un vrai partenariat. Le silence dura ce qu'il dura. Pas longtemps, peut-être 10 secondes, mais 10 secondes de la qualité particulière de celles qui contiennent quelque chose d'irréversible. Puis, Alexandre quitta la fenêtre. Il traversa le bureau vers elle avec ses pas mesurés et sûrs, s'arrêta à la distance précise où elle pouvait l'entendre respirer. Et il sourit. Pas le sourire du coin gauche, pas le sourire poli des réunions, mais quelque chose de plus complet, de plus rare, qui transformait légèrement tout son visage avec la luminosité discrète des choses qu'on a attendues longtemps sans vouloir trop y croire. « Ces termes me conviennent, » dit-il. Il ne fait taire pas ça. Il n'y eut pas de champagne ouvert sur le moment, pas de gestes grandiosaux, pas de déclaration supplémentaire qui aurait risqué de fragiliser ce qui venait de se dire en le surchargeant de mots. Ils restèrent debout dans le bureau du 27e étage pendant quelques minutes encore. Alexandre près d'elle, Camille regardant par la baie vitrée l'axe de Paris qui s'étirait jusqu'à l'horizon avec cette clarté particulière des matins de septembre. Et puis elle dit qu'elle allait rentrer, qu'il avait probablement des réunions, et il dit oui, 2 à 14 heures et à 16h30, et quelque chose dans cet échange ordinaire porta plus de poids que n'importe quelle déclaration n'aurait pu emporter. C'était ça, la différence entre une histoire contractuelle et ce qui était en train de se construire à la place. Pas les grandes phrases, mais la façon dont on se dit à ce soir, avec la certitude tranquille que ce soir il y aura quelqu'un là. Elle rentra à la rue Schaeffer en RER. Madame Fournier la vit entrer avec les documents sous le bras et ne posa aucune question. Elle prépara du thé. Camille s'assit dans l'atelier temporaire, ouvrit le carnet de croquis à la dernière page, celle qu'elle n'avait pas encore remplie, et commença à écrire. Pas des croquis cette fois, des mots, une liste de choses à faire, de décisions à prendre, de fils à reprendre là où elle les avait laissés en suspens depuis 18 mois par prudence ou par peur de vouloir trop fort quelque chose qui n'était peut-être pas encore réel. Appeler Élise, appeler le tisserand du Loiret, chercher des ateliers à Lyon. Elle avait pensé à Lyon depuis quelque temps, pour des raisons qu'elle aurait pu expliquer rationnellement en termes de coûts au mètre carré et de bassin de main-d'œuvre, mais qui avaient aussi quelque chose à voir avec le fait que Lyon était assez loin de Paris pour être sa propre chose, assez proche pour que rien ne soit impossible. Appeler sa mère. La conversation avec Élise dura 43 minutes. Beaucoup plus que les 20 habituels. Élise pleura un peu, à un moment, ce qui était dans sa nature, et que Camille attendait toujours avec une tendresse que les grandes sœurs ne savent pas toujours exprimer directement. « Tu es sûre ?» dit Élise. « Oui, » dit Camille. « Vraiment sûre ?»« Oui. » Et lui ? Camille hésita une seconde, pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que la certitude était si tranquille et si complète qu'elle cherchait les mots exacts pour la rendre sans la déformer. Lui aussi.
Sa mère pleura davantage que Élise et posa moins de questions, ce qui était dans sa nature à elle. Les 8 mois qui suivirent furent les plus denses que Camille eût jamais vécus. Pas dans le sens de l'épuisement, mais dans celui de la plénitude, de l'espace rempli par des choses qui comptaient vraiment. Elle passa 2 mois à Lyon en repérage, seule d'abord, puis avec Alexandre, qui vint un week-end de novembre et qui marchait dans les traboules du vieux Lyon avec la canne et ce sens de l'espace, qui lui permettait de construire mentalement des géographies à partir des sons, des textures des murs sous ses mains, de la façon dont les voix résonnaient différemment dans les passages couverts. « Ça sent le tuffeau mouillé », dit-il dans un traboule de la rue Saint-Jean, « et le pain de la boulangerie à l'angle. »« Et les feuilles mortes », dit Camille. « Il y en a une couche épaisse sur les pavés, elles sont orange et marron. » Il hocha la tête. « C'est beau ?» Elle regarda le passage étroit, les murs ocre, la lumière de novembre qui tombait en biais entre les toits. « Très », dit-elle. L'atelier fut trouvé en décembre. Un rez-de-chaussée avec mezzanine dans le 2e arrondissement de Lyon, rue Mercière, avec des fenêtres hautes sur la rue et une arrière-cour pavée qui donnerait de la lumière naturelle aux tables de coupe. L'espace avait été un atelier de lutherie dans une vie précédente, et il gardait dans ses murs cette qualité particulière des lieux qui ont servi à fabriquer des choses minutieuses, une attention aux détails inscrite dans la pierre, une humilité productive que Camille reconnut comme sienne. Alexandre entra en tant qu'associé investisseur avec 2 millions d'euros. Pas un don, pas un geste de richesse performative. Une participation sociétaire documentée, avec un pacte d'associés rédigé par Maître Renard qui précisait les droits et obligations de chacun, avec la rigueur que Camille avait appris à apprécier dans les documents qui la concernaient. Elle relut chaque clause. Elle en négocia 2. Maître Renard parut pour la première fois vraiment impressionné. Camille entra avec ce qu'elle avait toujours eu, le talent, les contacts, les années de métier, le carnet plein de croquis et quelque chose d'autre, plus difficile à chiffrer, mais tout aussi réel. La certitude désormais ancrée qu'elle méritait de prendre de la place, que son nom sur une porte n'était pas une prétention, mais une évidence. L'embauche des couturières commença en janvier. 15 femmes au total, recrutées avec soin, chacune avec un parcours différent, certaines sortant d'écoles de mode, d'autres venant de confections industrielles où leurs compétences avaient été sous-payées pendant des années. 2 d'entre elles recommandées par des associations de réinsertion professionnelle auxquelles Camille avait écrit directement, sans intermédiaire, parce que c'était précisément le genre de choses qu'elle voulait que l'atelier signifie. Chaque contrat était en CDI. Chaque salaire était au-dessus de la convention collective. Ce n'était pas du militantisme, c'était une décision commerciale fondée sur la conviction que les bonnes couturières restent quand on les traite bien et que les bonnes pièces naissent des mains qui ne sont pas en train de s'inquiéter pour payer leur loyer. Élise devint la responsable de production. Sa mère vint visiter l'atelier en février, encore un peu essoufflée mais verticale et souriante, avec Zoé qui courait entre les tables de coupe en demandant si elle pouvait toucher les tissus et que Camille laissa toucher en lui expliquant comment reconnaître la soie du polyester rien qu'avec les doigts. « C'est chaud la soie », dit Zoé très sérieusement. « Exactement », dit Camille. Alexandre arriva le lendemain pour les dernières vérifications avant l'ouverture officielle, le jeudi suivant avec une petite cérémonie pour les partenaires et fournisseurs. Il marcha dans l'atelier avec la canne, s'arrêta devant les tables de coupe, posa la main sur le bois et sourit avec cette façon qu'il avait de sourire quand quelque chose lui plaisait vraiment. Pas le sourire de façade, l'autre, le plus rare, celui du coin gauche qui prenait son temps. « Ça sent la batiste de lin et la cire chaude, » dit-il. « Et le café, » dit Camille. Élise a mis une machine dans l'arrière-boutique. Bonne décision. Il continua à marcher, lentement, explorant l'espace avec cette méthode silencieuse qui lui était propre. Et Camille le regardait faire avec ce sentiment particulier de voir quelqu'un s'approprier quelque chose qu'on a construit. Pas le prendre, juste le recevoir, le laisser exister dans ses sens à lui, le rendre réel d'une façon différente de celle dont il l'était déjà.
Il s'arrêta devant le mur du fond où Camille avait fait installer une étagère longue, sur laquelle étaient posés, alignés, les premiers rouleaux de tissu de la collection inaugurale. Batiste de lin naturel, crêpe de soie dans 5 coloris, une laine fine grège dont le toucher était d'une douceur presque insolente. Il passa la main sur un rouleau. Lequel c'est? La laine de la collection hiver, gris perle. Il hocha la tête. C'est beau, dit-il. Et il le dit avec la même conviction que quand il décrivait ce qu'il entendait dans un espace, cette certitude sensorielle qui n'avait pas besoin des yeux pour être vraie. L'ouverture officielle eut lieu un jeudi de mars, avec un ciel de printemps précoce qui faisait entrer une lumière douce et presque diagonale par les hautes fenêtres. Les partenaires vinrent, les tisserands, quelques journalistes spécialisés en mode éthique qui avaient entendu parler du projet par des voix que Camille n'avait pas cherché à contrôler. Le bouche à oreille avait fonctionné mieux que n'importe quelle agence de communication. Maître Renard était là, avec son manteau beige impeccable, et elle regarda l'atelier avec ce regard des gens qui ont suivi quelque chose depuis le début et qui se permettent enfin une satisfaction qu'ils avaient gardée en réserve. La première pièce vendue ce jour-là fut une blouse en batiste ivoire, à col légèrement drapé, le genre de modèle simple et parfaitement coupé qui ne crie pas, qui porte simplement bien, qui existe avec l'élégance discrète des choses faites pour durer. La cliente, une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris, coupés courts, regard direct, retourna la pièce pour regarder l'étiquette intérieure avant d'acheter. Elle sourit. « C'est quoi la petite lavande brodée ?» Camille prit un moment avant de répondre. « C'est une signature, dit-elle. » Chaque pièce, produite dans l'atelier Moreau & Laurent, portait ce détail-là. Un minuscule brin de lavande brodé à la main sur l'étiquette intérieure en fil violet très pâle, presque invisible si on ne savait pas le chercher. Ce n'était pas dans le cahier des charges officiel. Ce n'était pas une décision marketing. C'était quelque chose que Camille avait ajouté un soir, seul dans l'atelier après la fermeture, avec une aiguille et du fil, et le sentiment que certaines choses méritent d'être portées discrètement, sans explication, par ceux qui comprennent et sans exiger que les autres comprennent. Alexandre ne le sut qu'en octobre, quand une journaliste de Madame Figaro mentionna le détail dans un article sur les nouvelles maisons de mode éthique françaises, et qu'Élise, qui ne savait pas garder un secret plus de 48 heures, le lui lut au téléphone pendant le déjeuner. Il y eut un silence au bout du fil. « Lavande, dit-il. »« Oui, » dit Élise, sans comprendre exactement pourquoi il répétait ce mot comme ça. Ce soir-là, Alexandre appela Camille. Elle était encore à Lyon, il était à Paris. Ils alternaient des villes, selon les semaines depuis l'ouverture de l'atelier, avec cette vie à 2 vitesses, qui était la leur maintenant, construite non pas sur la permanence d'un même lieu, mais sur la certitude de l'autre. « J'ai entendu parler de la lavande, » dit-il. Camille sourit. Dans son appartement de Lyon qu'elle avait loué à 2 rues de l'atelier, assise dans la cuisine avec une tasse de camomille, les croquis de la prochaine collection étalés sur la table. Et un silence qui n'était pas un silence vide, mais un de ces silences que les deux reconnaissaient maintenant pour ce qu'ils étaient, de l'espace pour que quelque chose existe sans avoir besoin d'être nommé tout de suite. « Vous auriez pu me dire, dit-il. Je sais. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?» Elle réfléchit, honnêtement comme elle réfléchissait toujours à ce genre de questions, sans chercher la bonne réponse mais la vraie. « Parce que certaines choses sont faites pour être portées près du corps, dit-elle, pas exposées. » Un autre silence. Puis il dit, avec cette voix basse et posée qui était la sienne depuis le premier jour dans un jardin de novembre, « Vous me manquez. » Ce n'était pas une déclaration. C'était un fait, dit avec la même neutralité précise qu'il réservait aux choses qui comptaient vraiment, sans ornement, sans filet de sécurité. Juste les mots, dans l'ordre exact où ils étaient vrais. Camille baissa les yeux sur ses mains, les doigts légèrement abîmés, les cuticules sèches malgré la crème, l'ongle de l'index teinté d'un fil lavande, resté là depuis l'après-midi. « Vous me manquez aussi, » dit-elle. Elle raccrocha 20 minutes plus tard, remit la tasse dans l'évier, éteignit la lumière de la cuisine.
Elle traversa l'appartement jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rue Mercière, la même rue que l'atelier à 200 mètres, et elle pouvait voir depuis là-haut la façade du rez-de-chaussée avec la petite enseigne bronze qu'elle avait choisie elle-même. Moreau & Laurent, création française. La ville de Lyon, la nuit, avait une lumière différente de Paris, plus dorée, moins blanche, avec ce quelque chose de plus terrien, de moins performatif, qui lui ressemblait davantage. Les pavés de la rue brillaient légèrement de la pluie de l'après-midi. Un homme passait avec un chien. Une fenêtre en face s'éteignit. Camille pensa à une table de coupe dans un jardin de novembre, à une canne blanche sur du gravier beige, à un carnet en braille ouvert sur des genoux, à une voix qui avait dit « c'est agréable » en parlant d'une odeur, et qui 2 ans plus tard avait dit « je vous connais déjà » dans une chambre dont elle avait cru ne jamais devoir sortir de la même façon qu'elle y était entrée. Elle pensa à tout ce qui s'était construit depuis, pas de façon romanesque, pas comme un conte, mais comme un tissu qu'on tisse fil à fil, rang après rang, avec les erreurs qu'on reprend et les points qu'on recommence, et la patience de savoir que c'est dans la répétition minutieuse des petits gestes que quelque chose de solide finit par exister. Elle pensa à l'étiquette avec la lavande, brodée à la main sur chaque pièce. Elle pensa que c'était exactement ça, pas une déclaration. Pas un symbole grandioso, juste une petite vérité cousue dans la doublure d'une chose qu'on porte près du corps, discrète et permanente, que certains cherchent et trouvent, et d'autres ne voient jamais, mais qui est là quand même. Intacte, réelle, précise comme la vie, quand elle choisit de l'être. Et là, dans cet appartement de Lyon, devant la fenêtre qui donnait sur l'enseigne bronze de ce qui était maintenant à elle. Vraiment à elle. Pas par contrat, pas par indemnisation, mais par travail et caractère et décision prise à 2 heures du matin dans une chambre à Baldaquin, au 16e arrondissement de Paris, Camille Moreau comprit que la richesse n'avait jamais ressemblé à ce que les gros titres en disaient. Elle n'était pas dans les 210 millions d'euros, elle n'était pas dans les 45 000 euros par mois. Elle n'était pas dans la cobertura de 320 mètres carrés, ni dans les Talérés de Prata, ni dans les voitures aux vitres teintées. Elle était dans un brin de lavande brodé sur une étiquette intérieure. Elle était dans la voix d'un homme qui disait « Vous me manquez » avec la même précision tranquille qu'il décrivait ce qu'il entendait dans un espace, sans performance, sans stratégie, avec juste la vérité des mots dans l'ordre exact où ils étaient vrais. Elle était dans les mains d'Élise qui avait serré son épaule au bas de l'immeuble de Belleville un matin d'avril en disant « Tu peux le faire ». Elle était dans les dessins de Zoé sur les post-it. Elle était dans la Baptiste de l'Ain du Loiret et dans les 15 femmes qui se levaient chaque matin pour venir coudre dans sa lumière. Elle était dans ce jardin de novembre, sur un banc entre un hôpital et l'impossibilité de rentrer chez soi, où une odeur bon marché achetée en pharmacie pour 4 € avait suffi à faire commencer quelque chose que personne n'avait planifié et qui était pourtant, rétrospectivement, d'une précision absolue. La vie aimait la précision, il le lui avait dit. Il avait raison.